En fait, les cours de couture, ils sont dus au fait que le magasin de créateurs qu'on avait, ça marchait pas mal en termes de visibilité, mais les créateurs de mode, les jeunes créateurs belges, ça intéresse les gens, oui. Mais de là à acheter des pièces uniques à 300, 400, 500, 1000, 2000 euros, c'est vachement plus difficile, et surtout quand il n'y a pas de nom dessus. La qualité peut être là, mais il faut avoir de la crédibilité. Et ça, malheureusement, quand tu sors de l'école, c'est pas toujours facile d'avoir. Donc, à force de bosser pendant plusieurs années dans ce magasin de créateurs, on a dû un petit peu rebondir et on a regardé un petit peu ce qui pouvait marcher. Le problème, c'est qu'il y a combien d'étudiants? Allez, disons, sur la Belgique, tu vas avoir 200-300 étudiants quand même qui vont sortir, que ce soit de secondaire ou de supérieur, et il y a de la place pour 2 ou 3 personnes, quoi. Après, peut-être j'exagère un rien, mais je pense vraiment pas. Du coup, il faut un petit peu se spécialiser, il faut proposer quelque chose que les gens cherchent. Et le problème même, c'est la structure de l'école qui répond pas vraiment à la demande, qui réfléchit pas vraiment à qu'est-ce que la Belgique a besoin, qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce que le public attend. Toutes ces questions-là ne sont pas posées dans les écoles, j'allais dire artistiques, mais dans les écoles en général. Et c'est ça qui fait aussi que nous, on s'est un petit peu positionné à côté de ça en proposant quelque chose qui reste de structuré, avec une base où on apprend les choses dans l'ordre, où c'est pas n'importe comment, mais en réfléchissant vraiment à qu'est-ce qui est réellement utile. Les autres écoles, les écoles publiques, on est tous passés par là, quoi. J'ai pas besoin de détailler, je pense. On apprend un petit peu tout, en fait. Le but, c'est d'être autonome en un an. C'est-à-dire que tu as 4 niveaux, 4 heures par cours pendant 40 semaines. Un niveau, c'est 10 semaines, donc. Tu apprends d'abord la base, comment utiliser une machine à coudre. Puis on part directement sur les vêtements. Niveau 1, jupe, veste. Niveau 2, blouse, pantalon. Niveau 3, chemise, robe. Niveau 4, un manteau. Donc vraiment une grosse pièce, vraiment compliquée. Et le but, c'est d'être autonome. Ça permet aux gens de sortir un petit peu de la consommation à outrance, comme les gens font pour l'instant. Peuvent créer justement, recycler. On fait aussi des cours zero waste. Comment recycler avec une chemise, tu peux faire des nœuds papillons, tu peux faire des ceintures, tu peux faire plein de choses avec plein de choses. Et c'est dans l'air du temps que réellement d'optimiser un petit peu, d'utiliser au mieux ce qu'on a au lieu de jeter. Il y a toujours moyen de récupérer. Je pense qu'il y a vraiment un retour à l'artisanat, que ce soit du côté justement consommation pour consommer plus justement, plus éthiquement. Il y a, il suffit de regarder les dernières élections, le PTB écolo a gagné. Donc l'un dans l'autre, ils vont préférer fabriquer eux-mêmes et être autonomes que d'aller chez Zara, H&M et Primark, les gens. Et c'est une tendance. Une tendance, c'est une mode aussi, mais une mode, c'est court. Une tendance, c'est la même chose en plus long, je pense. Et on va continuer à aller dans cette direction-là, je l'espère. Comme ça, on pourra un petit peu s'étendre. En fait, on lance quasiment une ville par mois. Ça coûte un bras. Et du coup, il faut avoir le retour sur investissement. C'est une association, donc le but n'est pas de gagner de l'argent. On fait ça vraiment pour le projet. Moi, j'adore développer des projets. Maintenant, je me suis un petit peu calmé. Avant, c'était un projet par mois. Tous les 3 mois, je sélectionnais le meilleur, je le gardais. Maintenant, c'est une ville par mois. Et là, on ne sélectionne pas, on garde tout. Mais si d'un coup, les gens arrêtent de coudre, on a 100 et des machines à coudre qui vont rester là. Et je ne sais pas trop bien ce qu'on va faire avec, quoi. Alors j'ai fait, je ne sais pas combien de pays en 2 ans. Donc Népal, Inde, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Chine, Hong Kong, Philippines, Malaisie, Indonésie. On s'est dit qu'on allait essayer d'être utile parce que la philosophie entrepreneur, c'est pas un truc que tu laisses dans ta poche ou dans ton coffre ou quoi que ce soit. Quand t'es dedans, t'es dedans. Du coup, on s'est retrouvé là-bas, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'infrastructure, que nous, on avait quand même un partenariat avec Google qui nous permettait d'être vachement visible sur nos projets en Belgique. Un partenariat qui nous permettait d'être visible forcément sur Google. Ce qui nous a permis d'envoyer des volontaires en Inde, en Malaisie, parce que c'est des pays où d'un côté, tu as des gens qui sont vraiment dans des villes hyper futuristes. Tu sors de là, tu fais une demi-heure de voiture, tu as la jungle complète où il n'y a rien. Où tu as du bambou, des arbres, les gens ils vivent quasiment dans les arbres, quoi. C'est assez dingue. Et du coup on s'est dit tiens, mais il y a des projets, ils n'arrivent pas à être en lien avec l'Europe.
Parce que entre les deux, tu as des intermédiaires qui sont des sociétés qui te proposent de faire du volontourisme. Donc tu payes 2000, 3000 euros pour aller faire du volontariat pendant un mois dans la jungle. Et au final, 2000, 3000 euros, bah, c'est le salaire moyen de quelqu'un là-bas pendant 3 ans. Donc j'ai trouvé ça assez insensé. Nous, on avait du temps comme on était là-bas parce qu'au final, bah oui, avec le décalage horaire, on ne savait pas bosser non-stop non plus. On a envoyé des volontaires, mais c'est toujours très difficile de contrôler ce qui se passe sur place. Ben, ça rapporte oui, parce qu'on bosse beaucoup. On est 3 à l'administratif, ça veut paraître beaucoup, mais en fait, on fait tout. On fait même nous-mêmes les fiches de paye, on fait le calcul des vacances, des pécules de vacances, on fait la compta. On fait énormément de choses nous-mêmes, on ne dépend de personne à l'extérieur, ce qui permet d'optimiser. Parce que même le site, évidemment, c'est nous qui le faisons, les photos, les vidéos, tout. Il n'y a que les cours où c'est des professeurs. Du coup, tout le reste, comme on n'a pas un salaire de dingue en tant qu'administrateur, eh ben, on le réinvestit dans des nouvelles villes. Et alors, ça marche pas mal. Et dans les projets futurs, Woxiangtu Zhongguo Wei Mai Fenzhenji. Ça veut dire je veux aller en Chine pour acheter des machines à coudre. Ça veut dire ça, mon gars. Donc vers avril-mai, on va aller là-bas sur place, idéalement avec un professeur pour être sûr de sélectionner correctement les machines à coudre. On a déjà fait une présélection de fournisseurs, tout ça. On va aller là-bas. Et pour l'instant, comment fonctionne le business des machines à coudre? Tu as des marques qui sont connues depuis 200 ans. C'est des marques suisses. Donc Suisse, ils prennent la commission. Ça, on les connaît, voilà, ils sont là, c'est des banquiers dans l'âme. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces gars? Ils vont en Chine avec de l'argent, ils disent voilà, moi, il me faut, tu vois, cette machine-là, tu mets mon nom dessus, tu vas me la vendre 100 euros, moi, je vais la vendre en Belgique 300 euros. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, l'idée, on va là-bas, on achète un conteneur c'est 1500, 2000. Tu vas envoyer un conteneur de là-bas jusqu'à la Belgique, pareil, c'est 1500, 2000. Et ça veut dire que tu as envoyé 800 machines à coudre, ça t'a coûté 3000 euros. Donc au final, ça fait 4 euros de livraison. Évidemment, tu as la douane, évidemment, tu as la logistique, évidemment, il faut les stocker. Donc il y a beaucoup plus que ça, mais c'est une expérience, c'est un peu mon prochain projet, c'est ça que j'aimerais bien faire. Et ça va permettre aux gens d'accéder aussi au matériel pour beaucoup moins. Parce que justement, on n'a pas cette exigence qu'ont les Suisses. On n'a pas eu l'habitude d'avoir papa en Lamborghini. Donc ça change un petit peu la manière d'avoir besoin d'amortir l'argent. Tout l'argent qui rentre, quasi, sort dans des nouveaux projets. J'ai regardé, en termes d'administration, on prend 10% du chiffre d'affaires. Les grosses boîtes, c'est quoi? C'est 40, 50%. Du coup, on a beaucoup plus de marge de manœuvre qu'eux. Du coup, on peut beaucoup plus se permettre de réinvestir et d'être beaucoup plus intéressant en termes de rapport qualité-prix. Je ne sais pas forcément si les gens regardent à ce point-là au rapport qualité-prix, parce qu'au final, c'est la pub qui vend, et la pub, c'est un peu l'anti-rapport qualité-prix. Mais moi, ça me fait plaisir de vendre des choses qui sont à des prix corrects, pas baiser les gens. C'est pas chouette. Après, le soir, tu rentres chez toi, tu te dis « Putain, j'ai fait du blé, mais j'ai baisé des gens. » Ou bien tu te dis « Ouais, j'ai fait un peu de blé et j'ai rendu des gens heureux. » Moi, je préfère la deuxième version. Donc l'idée, c'est que pour l'instant, on a nos cours de couture, ça marche bien. Ça va permettre d'acheter un conteneur de machines à coudre. Ce conteneur de machines à coudre, on va lancer plus de villes, on va faire des machines en leasing, on va vendre des machines. Sur base de ça, on va faire un chiffre d'affaires et on espère pouvoir totaliser environ 2 millions de trésorerie d'ici à dans 3-4 ans. Avec ces quelques millions, eh ben, on aimerait bien lancer un projet dans l'aviation. Dans l'état actuel, je ne peux pas en dire grand-chose, mais l'aviation, ben, ce n'est pas les mêmes chiffres que les cours de couture. Tu te rends bien compte que des gens qui prennent l'avion, il y en a plus que des gens qui font des cours de couture. Tout est décuplé en termes de chiffres. Et avec l'expérience qu'on a, j'espère qu'on aura le niveau de réussir à faire fonctionner ce genre de choses-là. Parce que c'est quand même beaucoup d'argent, c'est quand même un projet un peu d'une vie, quoi. Et après ça, on aimerait bien vraiment avoir un impact sur pas forcément que l'éducation, mais vraiment ce qui est le plus primordial d'après moi, parce que ça c'est un peu la conclusion, parce que l'éducation oui c'est bien, mais bon au final tu vas envoyer des gens là-bas, est-ce que c'est pas bien de laisser se débrouiller, tout ça, mais ce que je me suis dit c'est que, comme je le disais il y a quelques minutes, la situation la pire c'est l'Afrique. La pire situation qu'il y a là-bas c'est la faim, et
Bah quand tu as faim, tu ne sais pas faire grand-chose d'autre que penser à ça, j'ai l'impression. Et j'aimerais bien m'attaquer plutôt à ça finalement. Les budgets qu'il y a besoin pour ça sont énormes. Mais je pense qu'ils existent. Bah, j'ai vu un truc de l'ONU, je crois, il faut, 17 milliards par an pendant 10 ans. Moi, j'aimerais bien parvenir dans quelques dizaines d'années à un chiffre d'affaires de 1 milliard par an. Je vois ton sourire. Et regarde, si il faut 17 milliards, si moi j'en ai un, disons que je mets 10% là-dedans, ça veut dire que si on est 170 à mettre 10% de mon chiffre, parce qu'il y a des gens qui font 1 milliard par an, tu vois, si on est 170, la fin dans le monde c'est terminé. Attends, il y a moyen, tu vois. Et je veux dire, l'éducation c'est bien, tout ça, mais au final l'éducation, ça te met dans un mode de pensée, ça te pousse à la consommation. Quand je vois les gens qui étaient dans la jungle, qu'est-ce qu'on va essayer de leur imposer de fonctionner comme nous, tu vois? Par contre, imposer aux gens de manger, est-ce qu'on leur impose vraiment une méthode de fonctionnement? Non, on leur permet juste d'être sains, d'être en vie. Vivre dans la jungle, dans une hutte, si le gars il est bien comme ça, il est bien comme ça. On ne sait pas s'il est bien au final. Mais je pense que quand on voit quelqu'un qui a faim, on sait qu'il n'est pas bien.